certains, il y a plus de raisons d'être pessimiste que d'être optimiste. Il y a une succession de chocs auxquels nous sommes confrontés depuis le début de l'année. L'Ukraine, le pétrole cher, le gaz très cher, pas d'électricité. Certains disent même qu'on ne va pas passer donc la fin de l'année. Pour autant, il y a de nombreux signes qui sont encourageants, qui sont positifs. Premièrement, la France n'est pas en récession. On a connu 3 trimestres successifs de croissance en 2022. Et pour le dernier, il est possible que l'on soit encore en croissance, malgré tous les chocs subis. La France, depuis le début de l'année, crée de nombreux emplois. Il y aura certainement plus de 300 000 emplois créés sur l'ensemble de l'année. Par rapport à la période d'avant-crise sanitaire, il y a 1 million d'emplois en plus. Jamais depuis 2008, le taux de chômage n'avait été aussi faible en France, autour de 7%. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, ce taux de chômage était de 10%. En matière de pouvoir d'achat, évidemment, l'inflation, le ROI diminue, mais par rapport à d'autres pays, notre situation est bien meilleure. La baisse du pouvoir d'achat cette année sera limitée de 1%. C'est toujours trop, mais pour d'autres pays, c'est bien plus. Si cette limitation est faible, c'est que l'inflation l'est également. Vous allez me dire, elle est forte par rapport à ce que nous avons connu en 2020, en 2019. Et par rapport à nos partenaires européens, elle est bien plus faible. Nous sommes aujourd'hui à 7% d'inflation, quand en moyenne au sein de la zone euro, elle est de 10%, et que dans certains pays, les pays baltes en particulier, elle dépasse 20%. Cette inflation faible, c'est la conséquence des mesures prises par le gouvernement de soutien du pouvoir d'achat avec les ristournes, le bouclier tarifaire. Et puis, avec une sagesse de l'ensemble des acteurs économiques face au risque donc d'augmentation des coûts. La France est confrontée à une série de chocs. Choc énergétique, choc de matières premières, choc de produits agricoles et également des problèmes d'approvisionnement sur des biens intermédiaires. Cette série de chocs nous rappelle ceux des années 70. Premier choc pétrolier en 1973 avec la multiplication par 4 des produits pétroliers du baril de pétrole. Choc de 1979 avec l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran qui a entraîné la multiplication par 3 du prix du baril. Malgré tout, la situation aujourd'hui est légèrement différente. L'économie s'est mondialisée, il y a plus de concurrence, il y a plus de facilité pour réorganiser le marché énergétique. Au niveau du pétrole, le baril est aujourd'hui pas aussi élevé qu'il ne l'était en 2007 avant la crise des subprimes. 90 $ le baril aujourd'hui, à l'époque on était à 140 $ le baril. Donc aujourd'hui, le choc pétrolier n'est pas celui que l'on croit. En revanche, sur le prix du gaz, il y a une forte augmentation. Le prix du gaz a été multiplié par 3 ou 4 par rapport à ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire. Et puis si sur le pétrole, il est facile de changer de fournisseur, sur le gaz, c'est plus compliqué. On était approvisionné essentiellement par la Russie, avec des gazoducs, et il faut aujourd'hui s'alimenter avec des méthaniers, avec du gaz liquéfié, il faut des terminaux spécifiques, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le gaz qui va mettre, on va dire, plusieurs mois, peut-être une année, à se résoudre. Nous avons également un problème sur l'électricité, avec des prix qui ont été multipliés par 2 ou par 3. Il ne faut pas non plus exagérer, on a parlé de 1 000 € le mégawatt. Ceci était un prix spot. En moyenne, c'est 2 ou 3, ce qui est pas mal quand même. C'est lié à un sous-investissement au niveau des centrales électriques, en particulier en France, et à une demande d'électricité qui est de plus en plus forte, liée à l'objectif de décarbonation de nos économies. Pour les ménages, évidemment, c'est un choc important de payer son énergie plus cher qu'auparavant. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour atténuer le choc tarifaire, la ristourne, le bouclier tarifaire. Ça limite la facture donc énergétique pour les ménages. En 2023, il y aura une évolution. Ce seront des mesures, on va dire, en fonction
donc du pouvoir d'achat des ménages, les revenus modestes auront des aides spécifiques et on va retourner à une certaine liberté des prix sur, en particulier, les carburants. Depuis 2015, l'Europe, la France, évoluait dans un univers de taux historiquement bas. Les taux étaient tombés à zéro, voire étaient négatifs. L'État empruntait à taux négatif. C'était une situation anormale, atypique. On se demandait si cela était logique. Et les épargnants payaient cher cette situation extraordinaire. Aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt est provoquée par l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, il faut que les banques centrales augmentent leurs taux directeurs pour refroidir l'économie. Et évidemment, cela pénalise, par exemple, ceux qui veulent emprunter de l'argent. En revanche, pour les épargnants, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on revient à des taux qui sont quand même plus classiques. Je dirais même qu'ils sont encore aujourd'hui extraordinairement faibles par rapport à ce que nous avons connu avant les années 2007. En période d'inflation, il est assez logique que les taux d'intérêt soient élevés. En 1980, les taux d'intérêt étaient aux alentours de 10-12% en France. Aujourd'hui, on est encore sur des taux de 2-3%. Donc, il y a une évolution, mais elle reste encore modeste. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants, parce que cela va permettre de rémunérer mieux à l'avenir les produits de taux, les fonds euros, dont le rendement a fortement baissé ces 6-7 dernières années, peuvent espérer, d'ici quelques temps, avoir une augmentation de leur rendement. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de revenir à des conditions de taux classiques. Et puis, les taux faibles entraînaient des bulles irrationnelles sur l'immobilier, sur les actions, dont le cours donc a progressé de manière un peu irrationnelle. La remontée des taux est donc plutôt une bonne nouvelle. Ça permet de mieux rémunérer l'argent que les épargnants mettent donc en produits, fonds euros, livrets, etc. Il faut voir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt restent encore faibles, surtout au regard de l'inflation. Le rendement réel est négatif, en France comme dans la plupart des autres pays. Dans les années 80, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. On atteignait 12%. Aujourd'hui, nous sommes encore qu'à 2-3%, donc en zone euro. Nous sortons d'une période atypique et nous allons retrouver, il faut l'espérer, donc des taux plus conformes aux intérêts des épargnants. Il est vrai que la limite à cette augmentation, c'est le coût pour les États. Entre les années 1980 et maintenant, les États se sont fortement endettés. La dette publique française représente 113% du PIB. Tout relèvement des taux d'intérêt augmente le coût du service de la dette. Un point, c'est une dizaine de milliards d'euros en plus pour le contribuable. Et c'est pour ça que les banques centrales aujourd'hui donc, sont un petit peu contraintes et ne peuvent pas librement fixer les taux directeurs sans prendre en compte les risques sur les dettes souveraines. Je ne suis pas Madame Irma, je suis vraiment désolé. Certes, les pitties, les diseuses de mauvaises aventures sont heureuses qu'on ait inventé, donc les économistes, pour se sentir moins seuls. Malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France connaît une inflation plus faible que ses partenaires grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement pour limiter, donc sur l'énergie, l'augmentation des prix. Dans les prochains mois, il est probable que le taux d'inflation en France progresse, car la ristourne sur les carburants a été réduite et devrait disparaître d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, le bouclier tarifaire sera moins protecteur en janvier 2023 qu'il ne l'est aujourd'hui. En revanche, les mesures en faveur des ménages à revenus modestes devraient compenser donc ce moindre soutien au niveau des prix. Le taux d'inflation devrait
rester, on va dire, inférieur à la moyenne européenne, même si on va s'en rapprocher. Le pari du gouvernement, c'est que le marché de l'énergie se normalise dans les prochains mois, qu'on revienne à des tarifs plus acceptables, que le refroidissement de l'économie réduise les tensions inflationnistes et donc qu'on évite de passer au-delà de 10%. C'est tout le pari du gouvernement, mais il y a beaucoup d'incertitudes. La situation sur le front ukrainien, en particulier, évidemment, pourrait changer la donne s'il y avait une montée aux extrêmes dans le conflit. Les Français figurent parmi donc les plus grands épargnants en Europe avec les Allemands, les Autrichiens, les Suédois. Durant la crise sanitaire, ils ont mis de côté plus de 250 milliards d'euros. Avec la résurgence de l'inflation, certains affirment que les Français ont des problèmes majeurs de pouvoir d'achat, qu'ils sont forcés de puiser dans l'épargne. Ce phénomène, évidemment, existe pour les ménages les plus modestes, qui, donc, face à l'augmentation des coûts de transport, sont contraints de puiser dans la rare épargne dont ils disposent. En revanche, en moyenne, je dis bien en moyenne, le taux d'épargne des Français demeure aujourd'hui supérieur à ce qu'il était avant la crise sanitaire. Il est autour de 16% du revenu disponible brut, quand avant il était de 15%. Certes, il baisse depuis donc son sommet en 2020 où il avait dépassé 20% du revenu disponible brut. Malgré tout, cela signifie que chaque mois, les Français mettent encore de l'argent de côté. Ils ne puisent pas dans leur cagnotte Covid qui dépasse 250 milliards d'euros, ils la renforcent. Pourquoi, en période d'inflation, font-ils cela? Il y a toujours un réflexe, quand les prix augmentent, de mettre de l'argent de côté. Les Français ont peur des factures à venir, qui seront plus élevées du fait de l'inflation que celles d'aujourd'hui. Et pour faire face à ces dépenses plus coûteuses, ils mettent de l'argent de côté. Et donc toujours, en période d'inflation, le taux d'épargne est élevé, surtout au début de la résurgence de l'augmentation des prix. C'est de l'épargne liquide, de l'épargne de précaution. Le livret A est à un sommet historique. La collecte dépasse 25 milliards d'euros sur l'année 2022. C'est également les dépôts à vue, les comptes courants. Il y a plus de 530 milliards d'euros sur les comptes courants. C'est plus d'une centaine de milliards d'euros supplémentaires en quelques années. C'est également les livrets bancaires qui en profitent. Il y a même aujourd'hui une tentation, c'est d'avoir du numéraire, des billets en matière d'épargne et de mettre sous le matelas. C'est une assez mauvaise solution parce que ça ne rapporte rien et ça peut faire plaisir qu'à une seule personne, son cambrioleur préféré. Depuis 2017, le dossier des retraites est ouvert. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas depuis 2017, c'est depuis 1991. Cela fait 30 ans avec le rapport donc demandé par Michel Rocard, qui était Premier ministre, le livre blanc sur les retraites, qui avait indiqué clairement qu'il y avait évidemment un défi majeur à relever, c'était le vieillissement de la population. En 2017, Emmanuel Macron avait souhaité engager une réforme systémique, modifier l'ensemble des règles de calcul des pensions avec un système unique ou presque, selon un principe clair, 1 euro cotisé donnait les mêmes droits pour tous, avec l'introduction d'un régime par points tel qu'on le connaît avec la GIRC et l'ARCO. Face donc aux résistances, aux manifestations et puis en lien avec la crise sanitaire qui a changé la donne, le président de la République a abandonné son projet de réforme systémique. En 2022, lors de la campagne présidentielle, il a mis sur la table l'idée qu'il fallait reporter l'âge de départ à la retraite, 64 ou 65 ans. Pourquoi une telle mesure apparaît nécessaire pour un certain nombre d'experts et pour Emmanuel Macron? Premièrement, le nombre de retraités continue d'augmenter rapidement. Il faut savoir
qu'en 1981, il y avait 5 millions de retraités en France, aujourd'hui, il y en a 17 millions. Et il y en aura 23 ou 24 millions d'ici le milieu du siècle. Autre évolution démographique importante, c'est la population active, c'est-à-dire les personnes qui, par leur travail, cotisent au financement du système de retraite. Or, nous allons atteindre dans les prochaines années le maximum en matière de population active, s'il n'y a pas de changement démographique important, une trentaine de millions, et à partir de 2027, la population active française devrait diminuer. Plus de retraités, moins de cotisants, ça pose des problèmes de financement, surtout quand les gains de productivité, quand la croissance est faible. Aujourd'hui, les estimations, les prévisions donnent un déficit pour les régimes de retraite d'une dizaine de milliards d'euros d'ici 2025. Vous allez me dire qu'une dizaine de milliards d'euros de déficit, quand l'État, les pouvoirs publics sont en déficit de 150 milliards, c'est une goutte d'eau. Néanmoins, je tiens à souligner que cette prévision ne prend pas en compte les subventions que nous donnons, nous contribuables, nous tous, aux régimes de retraite en difficulté, les régimes spéciaux, le régime de la fonction publique. Ces subventions, ces aides, ça représente une trentaine de milliards d'euros. Donc je dirais que le déficit réel est plutôt autour de 40 milliards d'euros d'ici 2025. Donc la logique d'une réforme n'est pas en soi complètement illogique. D'autre part, Emmanuel Macron souhaite améliorer les pensions les plus faibles, ce qui est légitime. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des pensions au titre des régimes par répartition inférieures à 1 000 euros. La réforme des retraites est également justifiée par la nécessité d'améliorer les petites pensions. Il faut savoir que des cotisants au régime par répartition peuvent avoir des pensions inférieures à 1 000 euros et l'objectif est de mettre ce niveau à plus de 1 100 euros. Parmi les pistes proposées donc par les pouvoirs publics figure le report de l'âge de départ à la retraite, 64 ans, 65 ans. Le président de la République a indiqué qu'il était ouvert à l'idée de mixer report de l'âge légal et allongement de la durée de cotisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réforme Touraine de 2014 prévoit le passage à 43 ans qui sera applicable pour la génération de 1973. On pourrait accélérer cet allongement de la durée de cotisation, voire accroître donc la durée de cotisation au-delà de 43 ans, même si en la matière, maintenant, les marges de manœuvre sont faibles. Il faut savoir que le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans, c'est un gain d'une vingtaine de milliards d'euros et que l'allongement de la durée de cotisation d'une année, c'est une dizaine de milliards d'euros supplémentaires pour les caisses de retraite. Voilà l'arbitrage entre les deux. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces problèmes de durée de travail, il y a un problème de pouvoir d'achat. Par l'application des réformes qui ont été adoptées depuis 1993, le niveau de vie des retraités dans les prochaines années va se dégrader. Aujourd'hui, il est légèrement supérieur à la moyenne de la population. Dans une dizaine d'années, il sera inférieur de 8 à 15% du fait de l'application des réformes depuis 1993. Modification des règles de calcul des pensions, on est passé aux 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années, des indexations, donc des salaires de référence, et par ailleurs, application d'une décote dans un certain nombre de cas. La question des retraites sera donc centrale aujourd'hui, mais jusqu'au milieu du siècle. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier un autre problème majeur qui est la dépendance, son financement et son organisation. L'annonce d'un krach immobilier est une antienne de la presse financière, des médias. Cela fait partie des fantasmes qu'on véhicule. Je dirais qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un krach immobilier. À savoir quand, c'est évidemment extrêmement difficile à le dire. On va regarder quels sont les facteurs qui aujourd'hui pourraient aller vers un krach immobilier. Premièrement, il y a eu une augmentation des prix, un emballement important ces 20 dernières années. Les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2 en France et dans certaines villes, bien plus.
D'autre part, le pouvoir d'achat, le niveau de vie des Français n'a pas suivi cet emballement des prix de l'immobilier, donc il y a un écart, un effet ciseau de plus en plus important qui pourrait nécessiter une correction. On sait également que l'immobilier est sensible, extrêmement sensible, à l'évolution des taux d'intérêt. La dernière grande crise immobilière en France, elle date du début des années 90, en 92-93, quand les taux d'intérêt étaient montés jusqu'à 17%. J'ai bien dit 17%. Là, oui, il y a eu un krach immobilier, qui faisait suite d'ailleurs à une période de forte augmentation des prix, en particulier à Paris. En 1992-93 et jusqu'en 97, les prix de l'immobilier en région parisienne avaient été divisés par 2. Oui, j'ai bien dit par 2, ça peut paraître surprenant en tant que tel, mais cela a été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier pourrait connaître une telle évolution? Les taux d'intérêt sont en hausse, mais pour le moment, on n'arrive pas à des niveaux pouvant entraîner un krach. Il faudrait dépasser, à mon sens, 6, 7, 8%. Deuxièmement, il y a toujours un déficit en matière de logement. La construction est limitée et les besoins des Français sont importants. Les Français souhaitent soit être au sein de grandes agglomérations, pas forcément Paris, mais les grandes agglomérations de province, souhaitent être également sur le littoral, et donc cela crée donc des tensions immobilières dans ces régions. Par ailleurs, les contraintes énergétiques, le changement climatique provoquent un durcissement de la réglementation concernant les logements qui doivent respecter donc certaines conditions pour pouvoir être loués ou construits. Et cela augmente également les prix de l'immobilier au lieu de les descendre. Néanmoins, les prévisions pour les mois à venir sont plutôt à une stabilisation, voire à une légère décrue des prix immobiliers. En l'état actuel, on ne voit pas un krach, on voit simplement un ajustement. Est-ce que ce sera -5, -6, -7%? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire.